Alors bonjour à tous. J'avais dit la dernière fois, je vais peut-être commencer par, avant de commencer à parler un petit peu de matrice aléatoire, de faire une remarque sur la méthode polynomiale pour dire que ce qu'on a utilisé, le fait que les traces soient des polynômes en le paramètre, ça paraissait essentiel dans la manière dont j'ai présenté la preuve, mais en fait, comme l'ont remarqué Mabi, Pouder et Van Handel, début 2025, on n'a pas tout à fait besoin de ça. Je vais faire cette remarque de manière un petit peu plus détaillée parce que je pense que c'est intéressant pour pas mal de modèles de matrices aléatoires ou de surfaces aléatoires. Donc je vais commencer par une dernière remarque sur la méthode polynomiale. Donc la manière dont ça s'était passé la dernière fois, c'est qu'on avait, alors on était dans le cas de graphes aléatoires, donc on avait des matrices n croix n aléatoires, et puis on s'était intéressé à l'espérance de la trace d'un polynôme de cette matrice aléatoire. Je la note A parce que dans notre cas, c'était des matrices d'adjacence. Et H, c'était un polynôme de degré L, inférieur ou égal à L. Et peut-être ici... Non, je vais garder la trace peut-être non normalisée. Et on avait dit qu'on avait utilisé plusieurs choses. Donc déjà, ce qui était vraiment important dans la méthode, c'était que cette trace s'écrivait comme toujours comme un certain polynôme dépendant de h en 1 sur n, quotienté par un autre polynôme qui dépend uniquement du degré de h en 1 sur n. Et puis on savait, donc lui, il était explicite et de degré... Dans mon souvenir, il était de degré L, et puis lui, il était de degré contrôlé aussi. Je crois que dans notre cas, c'était L ou L plus 1. Donc ça, on avait utilisé ça de manière importante, parce qu'on avait utilisé cette inégalité des frères Markov entre plusieurs normes définies sur les polynômes. Et puis par ailleurs, la deuxième chose qu'on avait utilisée, c'est qu'on peut faire un développement limité en puissance de 1 sur n de cette quantité, qui est en fait un développement de Taylor, qui va s'écrire alors je vais l'écrire comme ça. On avait utilisé aussi, quand on fait le développement de Taylor de ce quotient, on obtient un développement limité, et puis il y a un reste. Et ces coefficients-là sont en fait les dérivés de cette fraction rationnelle en 0. Et en fait, ce qui est... Voilà. Et puis en plus, il y a une borne évidente, qui est quelque chose qui avait vraiment complètement disparu dans les travaux de Friedman, c'est que quand on fait ce développement, chacun de ces termes est assez compliqué, mais par contre, quand on les met tous ensemble, ce dont est important de se souvenir, c'est qu'il y a une borne évidente. Alors peut-être qu'en fait, là, je vais quand même utiliser la trace normalisée, redivisée par n. C'est que du coup, cette quantité-là, cette espérance,
Là, on utilise vraiment le fait qu'on a des opérateurs auto-adjoints pour dire que l'espérance de la trace, on va pouvoir la majorer par une norme C0 de H sur le spectre. Et puis, après, la chose dont on a besoin finalement pour faire marcher la méthode polynomiale, c'est ce qui fait marcher, c'est que mu0, c'est une mesure de probabilité. Et mu1, c'est une distribution. Dont on connaît le support. Bon, ça, et le support, il est strictement plus petit que l'intervalle un peu... le support est connu, ça c'est important, et puis le reste, et ça c'est... Donc si je m'arrête, finalement on a besoin, dans la méthode polynomiale, à la fin pour montrer la convergence forte, on a besoin finalement de s'arrêter uniquement aux deux premiers termes du développement et de savoir que le reste c'est en 1 sur n2 fois une certaine norme de h, une certaine norme c alpha. C'est ça dont on a besoin parce qu'après on utilise la densité des polynômes dans les fonctions C infini à support compact pour dire que si on connaît ça pour des polynômes, ça reste vrai pour des fonctions C infini à support compact. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu la dernière fois. Et la remarque consiste à dire qu'on n'a pas réellement besoin d'utiliser le fait que psi h soit une fraction rationnelle. Pourquoi ? Parce que ça, c'est quelque chose qui est fait dans un article de Maggie, Pouder et Van Handel de printemps 2025. Alors, ils l'ont utilisé, je pense, la première fois pour un modèle de revêtement aléatoire de surface, mais en fait, une fois qu'ils ont remarqué ça, en fait, plusieurs groupes en fait, ont remarqué que du coup, cette nouvelle version encore affaiblie en fait, s'applique à tous les modèles qu'on peut imaginer de surface aléatoire. En fait, il suffit de savoir la chose suivante. En fait, j'ai besoin de savoir que si je fais l'espérance de cette trace pour H toujours un polynôme, donc il y a un développement à tout ordre. On a quand même toujours besoin à un moment, même si c'est ça qui est un petit peu surprenant, c'est qu'à la fin, pour la convergence forte, il suffit de faire le développement jusqu'à un reste d'ordre 1 sur n carré. Mais il y a toujours un autre moment dans la preuve où on a besoin de faire le développement à un ordre plus grand. Peut-être qu'un jour on va réussir à se passer de ça, mais voilà, on a quand même toujours besoin de savoir faire des développements à tout ordre. Donc on a besoin de savoir qu'il y a un développement à tout ordre. Donc autrement dit, qu'on peut approcher l'espérance de notre trace par un certain polynôme. Alors, je vais peut-être je vais lui donner un autre nom, mais c'est un polynôme un certain polynôme 1 sur n.
Donc, de degré, la manière dont je l'écris, c'est de degré inférieur ou égal à R plus 1. Et j'ai besoin de savoir que quand je fais ça, j'ai besoin de savoir que quand j'essaye d'approcher cette trace par un polynôme en 1 sur n, polynôme de degré R plus 1, je fais une erreur. Alors là, je copie la manière dont c'est écrit dans l'article de l'été dernier, là, de Hyde, Machera et Joe Thomas. En fait, il y a besoin de savoir contrôler les constantes, mais d'une manière assez lâche. Hein. Ils l'ont écrit comme ça. Et ce qui est important toujours, c'est que à chaque fois, le reste doit être contrôlé par une norme C0 ou C alpha de H. Ça, c'est vraiment important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Donc là, là, il n'y a plus de constante. Hein. J'ai écrit... Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai besoin de... Il y a pas mal de modèles de graphes aléatoires, surfaces aléatoires, matrices aléatoires, où on sait déjà qu'il y a des développements limités à tout ordre. Et là, la remarque consiste... Enfin, le travail supplémentaire consiste, entre guillemets, juste à savoir connaître explicitement toutes les constantes. Donc, à la fois la manière dont la constante dépend du degré du polynôme H et la manière dont la constante dépend de l'ordre du développement limité. Hein, donc, c'est surtout la dépendance en R qui est nouvelle, parce que, comme dit jusqu'à présent, que ça soit dans les travaux de Friedman, dans les travaux sur les matrices aléatoires, par exemple sur les représentations aléatoires de groupes de surface, ou dans les travaux de Mirzakhani sur les surfaces aléatoires, on fait toujours des développements à un ordre R fixé et on ne s'intéresse jamais très en détail à la dépendance du reste en R. Et là, ce qui est nouveau, c'est vraiment de savoir dire comment le reste dépend de R. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un contrôle très précis. Enfin, là, c'est des R puissance R et L puissance L, c'est des factoriels qui sortent. Donc, en fait, en général, une fois qu'on sait qu'il y a un développement limité, quitte à travailler suffisamment dur, en reprenant la méthode qui permet de montrer le développement limité, on peut espérer avoir un contrôle en factoriel. C'est quelque chose qui n'est pas très ambitieux de se dire qu'on va espérer démontrer des constantes qui dépendent factoriellement de tous les paramètres. Et en fait, quand on fait ça, c'est un travail... On oublie complètement la géométrie du problème, mais il faut se souvenir de la manière dont on a obtenu le développement limité. C'est souvent par des procédés récursifs et contrôler toutes les constantes. Alors pourquoi ça suffit? Parce qu'une fois qu'on sait ça, en fait, il suffit même de regarder, si je reprends la méthode de Hyde, Machera et Thomas, il suffit même de faire ça pour R égale L et de dire que ça, en fait, c'est plus petit que... Alors, quitte à changer la constante C, si je prends les paramètres R et L égaux, j'ai une nouvelle majoration du même type, quitte à changer la constante C. Et comment on conclut? On dit que déjà, si n est plus grand que Cl à la puissance C, ça va être plus petit que 1 sur n carré, la norme C0 de H. Si je me place dans un régime où n est suffisamment plus grand et suffisamment plus grand qu'une puissance de L. Ça me permet de dire que ce polynôme qui sort là, f de 1 sur n, ça me permet de majorer, quand je suis dans ce régime où n est suffisamment grand, du coup je vais pouvoir dire que ce polynôme aux entiers, il est plus petit que 2 fois
la norme infinie de H. Hein, d'une part parce que je sais déjà que cette quantité-là est bornée de cette manière-là, et parce que bon, j'utilise aussi voilà, le 2, même là, est un petit peu exagéré, mais en tout cas, pour n assez grand en fonction de L, je sais désormais borner la valeur du polynôme aux entiers. Et ça, si vous vous souvenez de tout ce qu'on avait fait la dernière fois, donc ça c'est essentiellement grâce à l'inégalité des frères Markov. Le fait de savoir majorer f, un polynôme f aux valeurs, aux inverses d'entiers pour n assez grand, ça me permet en fait de majorer sa dérivée première et sa dérivée seconde. Donc ça, je parle juste de f' et f seconde parce que c'est, comme j'ai dit, pour la convergence forte, il suffit des deux premières dérivées. Donc ça permet de majorer f' et f seconde. Ça, je vais appeler sur 0, 1 sur n. Par une certaine norme C alpha. Hein, éventuellement, je perds. Le alpha qui va sortir là va dépendre du C qui est ici. Donc le fait, voilà, le fait de savoir majorer f aux inverses d'entiers va permettre de majorer sa dérivée seconde sur un petit intervalle suffisamment proche de 0. Par, éventuellement, voilà, je perds un petit peu, j'ai plus la norme C0, j'ai éventuellement une norme C alpha qui va dépendre de la puissance que j'avais ici. Donc ce qui est extrêmement important partout, c'est le fait que le grand N soit un polynôme, soit croise comme un polynôme en grand L. Et voilà. Donc du coup, ça va permettre de me dire que f de 1 sur n, après je vais faire un développement de Taylor, c'est f de 0 plus 1 sur n f' de 0 plus grand O de 1 sur n carré fois une certaine norme de HC alpha. Autrement dit, ça me permet de me dire que l'espérance de la trace normalisée de H de A donc moins mu0 de H moins mu1 moins 1 sur n mu1 de H, c'est plus petit que 1 sur n carré, norme de H, c'est alpha. Pour l'instant, c'est pour n toujours pour n plus grand qu'une certaine puissance de n. Donc là, pour l'instant, toujours H polynôme. Donc il reste à régler. Donc là, c'est quasiment. Après, si vous vous souvenez. Donc une fois qu'on a ça, donc il reste à régler le cas des petites valeurs de n, mais là, celui-là, on va le faire de manière plus brutale. Bon, en fait, si n est trop petit par rapport à Cl à une puissance c, on va simplement dire que l'espérance de la trace normalisée de H de A moins toujours cette même chose
on va dire, alors, les deux premiers termes, on va les majorer par la norme C0 de H. Parce que celui-là, je sais le majorer, et lui, je sais que c'est une... Dans tous les modèles, hein, mu0 et mu1 sont assez explicites. mu0, je sais que c'est la probabilité, c'est la densité spectrale limite, donc je sais que c'est une probabilité, donc je peux le majorer par une norme C0. Et mu1, alors ce qu'il faut, voilà, comme j'ai dit, on a quand même besoin sur mu1 de savoir que c'est une distribution et de savoir son support. Donc lui, mu1, je vais peut-être avoir voilà, mu1, je vais avoir H avec une certaine... Peut-être ça ne va pas être la norme C0, mais je sais plus ce qu'on avait obtenu. Bon, j'ai encore une norme C alpha qui sort. Ça dépend du modèle. Et là, donc là, j'utilise une borne a priori que je connais, et ça, je vais pouvoir toujours dire que... même je vais mettre, je crois que oui, c'est peut-être même mieux dans ce cas-là de laisser pour l'instant L à une... En général, j'obtiens une borne comme ça, hein, sur... Enfin, je ne sais pas comment il faut mieux l'écrire. Oui, de toute façon, voilà. Ça en fait, je vais le laisser comme ça, et je vais dire qu'à cause du fait que n est petit, je peux toujours le réécrire. Quitte à choisir bêta prime suffisamment grand, sachant que de toute façon, je suis ici dans un régime de petit n, je peux toujours réécrire cette borne comme ça. Et puis ça, on avait dit qu'une fois qu'on a une borne comme ça, pour les polynômes, hein, toujours L, c'est le degré de H. Quitte à développer H dans la base des polynômes de Chebyshev, je peux toujours remplacer une borne comme ça par quelque chose du type, je crois que ce qui sortait, c'était peut-être bêta prime plus 1. Une norme, une autre, voilà. Donc finalement, voilà, j'ai obtenu ce que je voulais. Donc ce qui est un petit peu... Bon, ce que je continue à trouver surprenant, c'est que même si à la fin on a besoin que du développement limité à l'ordre 1 ou 2, il y a quand même un moment où on a besoin de faire un développement à tout ordre et de contrôler le reste. Ça, c'est pour pouvoir dire que cette fonction trace, même si elle n'est pas, c'est pas exactement un polynôme, on sait comment l'approcher par des polynômes de manière ensuite à pouvoir utiliser cette inégalité des frères Markov. Et voilà, donc peut-être, ça c'est selon le temps, dont il reste juste une séance, selon le temps dont je bénéficie la prochaine fois, peut-être je parlerai un petit peu de travaux sur les surfaces aléatoires, où sur les surfaces aléatoires, on ne peut pas forcément espérer que ces traces soient exactement des fractions rationnelles, mais par contre, on sait faire ce genre de développement. Peut-être, j'en parlerai peut-être, on verra. Voilà, alors maintenant, je vais faire un petit retour en arrière dans le temps pour parler d'un résultat sur les matrices aléatoires, résultat de convergence forte, qui est dû à Hallgroup et Thorbjørnsen. Je n'ai aucune idée de la véritable prononciation de ces deux noms de famille. Donc c'est un résultat. Je vais en parler parce qu'il y a certains aspects, je vais faire juste une partie de la preuve, mais il y a certains aspects de la preuve dont probablement, en particulier cet aspect où on fait des développements de traces jusqu'à l'ordre 2 en 1 sur n, je suppose que probablement Van Handel
s'est inspiré de certains de ces aspects-là. Il y a peut-être 2 S. Non, c'est comme ça. Donc sur la convergence forte des matrices, donc les matrices aléatoires hermitiennes gaussiennes. Alors, il faut d'abord que je donne un petit peu de vocabulaire de probabilité libre. Donc, notre espace en probabilité libre, ce qui joue le rôle un peu d'espace probabilisé, c'est une C-étoile algèbre, donc une algèbre de Banach. Qui a aussi une structure de C-étoile algèbre, donc sur C. Ça veut dire qu'il y a une opération étoile qui est un petit peu comme qui est une involution, qui est antilinéaire et qui vérifie que AB étoile égale B étoile A étoile. Et ce qui joue le rôle d'un petit peu de mesure de probabilité, c'est ce qui s'appelle un état. C'est une forme linéaire de A dans C, à laquelle on demande d'être positive. Donc on demande que la positivité, ça veut dire que le taux de A étoile A est positif pour tout A. Et puis j'ai oublié, on demande que la norme de A étoile A, ce soit égal à la norme de A au carré. L'algèbre, elle est munie d'une norme. Donc on demande d'être positive et que taux de l'identité soit égal à 1. Et puis cet état, on va dire qu'il est tracial. Ça, dans la plupart des exemples, l'état est tracial. On va dire qu'il est tracial si taux de AB égale taux de BA. On va dire que le taux, c'est un état fidèle si je pars d'un élément non nul, le taux de A étoile A est strictement positif. Et ça, ce qui est important, c'est que ça implique, alors je ne fais pas, c'est à cause du théorème spectral, ça implique qu'on peut retrouver la norme d'un élément à partir des traces de ses puissances. Donc ça implique que la norme d'un élément A, c'est la limite de, je vais appeler taux de la trace de A étoile A à la puissance K, le tout à la puissance 1 sur 2K. Alors un élément de l'algèbre 1, on le voit comme une variable aléatoire qu'on appelle une variable aléatoire non commutative. Et ce qui remplace la donnée de la loi d'une variable aléatoire, c'est la donnée des moments. Donc la loi de A
c'est la donnée des traces de A à la puissance K. Et peut-être même, j'imagine que peut-être même si A n'est pas auto-adjoint, il faut prendre je suppose qu'il faut prendre des polynômes en A et A étoile. Et on va dire que A suit une loi semi-circulaire. Alors, si A est auto-adjoint, et ces moments, les taux de AK sont exactement les moments de la loi semi-circulaire. Et enfin, il y a une notion d'indépendance qui remplace l'indépendance, c'est la notion de famille libre. Donc si on a des sous-algèbres de A, elles sont dites libres, ça, c'est ce qui remplace la notion de tribu indépendante. Alors si donc à chaque fois que je prends la trace de A1 d'un produit A1, A2, AK avec AI appartient à A indice JI, et puis deux éléments consécutifs, je suppose qu'ils appartiennent à des sous-algèbres différentes. Donc je veux J1 différent de J2, différent de J3. Donc je veux à chaque fois voilà, JI différent de J plus 1. Et puis de manière circulaire aussi, JK différent de J1. Et puis enfin, je suppose que ces variables aléatoires sont centrées, c'est-à-dire que je suppose que le taux de AI est égal à 0. Donc pour tout... Donc à chaque fois que je prends une famille A1, AK, qui vérifie ces hypothèses, alors la trace du produit est égale à 0. Donc en particulier, quand je peux parler d'une famille semi-circulaire libre. Ah oui, donc ça c'est des algèbres libres, et puis si j'ai X1, XR des éléments de A, je vais dire qu'ils sont libres. Si alors je vais peut-être les supposer, enfin ils seront toujours, dans mon cas, ils seront toujours auto-adjoints, mais si les étoiles algèbres engendrées sont libres. Donc dans la suite, on va
on va considérer une C étoile algèbre avec une famille munie d'une famille semi-circulaire libre. Alors, il faut aussi que je définisse la convergence en distribution et la convergence faible en distribution et la convergence forte en distribution. Donc là, je me donne une suite de C étoiles algèbres. Et puis chacune a un état tracial. Et puis chacune est munie d'une famille. Alors, quelle est ma notation ? Donc j'ai un R qui est fixé, hein, et à chaque fois j'ai R variable aléatoire, non commutative. Donc pour chaque grand N, j'ai un certain nombre, j'ai R variable aléatoire non commutative. Donc on dit que A1 AR converge faiblement en distribution vers ma famille semi-circulaire libre si tous les moments convergent. Hein, donc ça veut dire que pour tout polynôme non commutatif, la trace. Donc, je me sers des polynômes pour mesurer les lois, donc pour mesurer les moments. Il y a des questions ? Donc je demande que la trace de P de A1 AR, et puis voilà, si les variables ne sont pas auto-adjointes, il faut aussi prendre un polynôme en les adjoint. Converge vers la trace correspondante. Ah oui, alors pardon, là dans la définition, X1 et XR sont pas forcément semi-circulaires, hein, c'est la définition générale. Oui, j'ai pas, dans cette définition-là, je n'ai pas forcément besoin de... Enfin, je ne suppose pas que les X1 et XR sont semi-circulaires libres. En particulier, j'ai pas besoin de supposer... Je ne suppose pas spécialement qu'ils sont auto-adjoints. Mais c'est après la définition, en fait, où ils sont toujours... Voilà, donc peut-être ça, cette phrase-là était un petit peu prématurée. On pourra l'écrire après. Donc ça, c'est la convergence spectrale, c'est la convergence faible en distribution, quand n tend vers l'infini. Et la convergence forte, on parle de convergence forte en distribution. Si 2+. Ah donc,
Quand je dis convergence forte, je vais d'abord supposer qu'il y a la convergence faible, et de plus, je vais demander que les normes, donc pour tout polynôme P, la norme du polynôme donc c'est à chaque fois la norme dans l'algèbre N converge vers la norme correspondante dans l'algèbre limite. Alors, comme a fait remarquer Cyril, il y a pas mal de références où ils ne mettent pas ce 2+. Ils demandent juste la convergence de la norme, mais on peut faire ça, mais si on fait ça, simplement la convergence forte n'implique pas la convergence faible. Et donc ça, c'est un cadre un petit peu nouveau par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, on avait toujours vu le cas, on avait toujours parlé du cas d'une seule variable aléatoire, hein, ce qui était en fait c'était notre matrice d'adjacence. On avait parlé de matrice d'adjacence d'un graphe régulier, donc on avait une seule matrice aléatoire, et en plus, dans notre cas, elle était auto-adjointe. Donc dans le cas tout ce qu'on a fait à présent, c'était un cas particulier de cette notion plus générale. Dans le cas d'une seule matrice auto-adjointe, la convergence faible, ça revient à la convergence faible des mesures spectrales. Et la convergence forte, ça revient à la convergence du spectre en topologie de Fell. Donc dans le cas particulier d'une matrice auto-adjointe, la définition 1, c'est la même chose que de parler de convergence faible des mesures spectrales. Et le 2, ça revient à dire que le spectre, en tant qu'ensemble, donc en tant qu'ensemble fermé de R, converge en topologie de Fell. Ensuite, à partir du moment où on a plusieurs matrices qui ne commutent pas ou qui ne sont pas auto-adjointes, il n'y a plus cette interprétation spectrale. On se contente de la convergence de ces moments non commutatifs. Et alors le théorème de Hajdrup et Tangenson, c'est dans les années 2005. Alors, dans ce théorème, les algèbres N, ce sont les matrices complexes. J'ai des matrices NN à coefficients complexes. Tau N, c'est la trace normalisée. Et les A1 à R vont être des matrices hermitiennes, mais prises au hasard. Donc elles dépendent d'un... Donc elles sont indépendantes les unes des autres. Et elles suivent toutes la même loi gaussienne. La loi gaussienne, alors la normalisée, on prend la mesure de Lebesgue sur les matrices hermitiennes, donc c'est produit des... Donc
Donc les éléments diagonaux sont des réels. Et puis, par contre, les éléments hors de la diagonale sont des nombres complexes, mais qui ont une propriété de symétrie par rapport à la diagonale. Donc on va prendre produit des parties réelles des A et J. Et ça, c'est pour I plus petit que J. Et puis, la même chose pour les parties imaginaires. Donc ça, c'est la mesure de Lebesgue. Et puis, on la multiplie par l'exponentielle d'une forme quadratique, moins n sur 2. Je pense que c'est ça la normalisation, trace de A étoile A. Alors, presque sûrement, les A1N, ANR convergent en distribution, à la fois faiblement et fortement. Donc fortement en distribution. Vers une famille semi-circulaire libre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément de ce presque sûrement ? Je n'ai pas vraiment dit comment je couplais ensemble les différentes valeurs de n. Dans pas mal de références, ils disent que pour des valeurs de n différentes, on prend les matrices indépendantes les unes des autres. Je pense qu'en fait, ça n'a pas d'importance parce que il y a un moment où il faut faire un Borel-Cantelli et il marche indépendamment. On n'a pas vraiment besoin de dire comment on couple ensemble les valeurs de n. On peut les prendre indépendantes si on veut. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il existe. Donc, mettons qu'on les prenne indépendantes pour des différentes valeurs de n, si on veut. Il existe un ensemble de mesures nulles dans notre espace de probabilité, tel que pour tout oméga en dehors de cet ensemble de mesures nulles et pour tout polynôme P, on a les deux convergences. On a les points 1 et 2 de la définition des deux convergences. Alors, quelques remarques, quelques références. Il y a des gens qui connaissent mieux que moi dans la salle, hein, donc vous me direz si je ne cite pas les bonnes références. Mais dans le cas d'une seule matrice, dans le cas d'une seule matrice hermitienne aléatoire, en fait, on peut calculer les moments. Donc, l'espérance de la trace normalisée de AN à la puissance K, ça se calcule explicitement. Donc, grâce au fait qu'on a des lois gaussiennes, on peut
Il y a une certaine combinatoire qui permet de calculer ces moments et on peut voir qu'ils convergent. On peut voir directement sur ce calcul explicite que ces moments convergent vers les moments de la loi semi-circulaire que j'ai écrit tout à l'heure. Et ça, d'après mes références, c'est un calcul qui apparaît dans... Bon, j'imagine, je ne sais pas, il y a peut-être des références dans des articles de physique, mais en tout cas en maths, c'est un calcul qui est fait dans un article de Voiculescu de 91. Et le passage de la convergence des moments, de la convergence de l'espérance à une convergence presque sûre, bon, ça peut se faire par un calcul de variance. Donc le passage de la convergence de l'espérance à une convergence presque sûre, ça peut se faire par une estimation de moment. Que j'ai vu faire par exemple dans un article de Hiaï et Petz. Donc c'est quand même des choses relativement récentes, hein, bien qu'il s'agisse de matrices gaussiennes, on a l'impression que c'est des choses très classiques. Mais en réalité, tout ça, c'est des résultats assez récents. Donc ça, c'est la convergence spectrale faible pour une matrice. Et la convergence spectrale forte, on la trouve aussi on la trouve dans plusieurs références. Ça a été fait aussi quelques années plus tard. La convergence spectrale forte pour une matrice. Donc ça revient à dire que la norme de A1N converge vers 2, presque sûrement. Et ça vient encore d'un calcul de moment exponentiel. En fait, en calculant explicitement ces moments exponentiels, on peut montrer qu'il y a une convergence en fait, très rapide de la norme vers 2. Alors, ce que je vais faire dans le temps qui reste et aussi la prochaine fois, c'est je vais faire quelques parties, je ne vais pas faire la totalité, mais je vais faire quelques morceaux de la preuve de la convergence des normes. L'idée étant surtout d'essayer de faire ressortir des points communs avec ce qu'on a vu de la méthode polynomiale. Donc on va voir, ce qu'il faut montrer, c'est que pour tout polynôme P, la norme du polynôme en A1 de oméga. Donc là, mes matrices sont auto-adjointes, donc je n'ai pas besoin d'écrire les adjoints partout. Et ici, c'est la norme d'opérateur. Ça doit converger presque sûrement vers la même chose. La même norme du même polynôme P en une famille semi-circulaire libre. Alors je vais admettre quelque chose qui s'appelle l'astuce de linéarisation de Pizier. Et comme Gilles est venu aujourd'hui, je serais contente si à la fin du cours tu fais quelques remarques là-dessus, parce que je ne connais pas exactement l'historique de cette astuce. Donc tout le monde y réfère à ça en disant c'est Pizier linearization trick.
cette histoire de linéarisation, c'est qu'au lieu... Là, on a une quantité qui est non linéaire, en les A1 à R, qui est très compliquée à étudier. On va se ramener à démontrer la même chose, mais pour des combinaisons linéaires des AI, quitte à prendre des coefficients qui ne vont pas être des scalaires, mais qui vont être dans des coefficients matriciels. Donc ça, j'admets qu'il suffit de... Donc, ce que je vais admettre, c'est que pour montrer ce point étoile, donc il suffit de montrer une version qui est linéaire en LAI, mais avec des coefficients dans des algèbres de matrices quelconques. C'est-à-dire je vais me fixer un entier M, et puis je vais me fixer des coefficients je les ai appelés B1, non, il y a même B0, BR, qui sont des matrices hermitiennes de taille M. Je sais, donc ça, c'est les matrices hermitiennes. Donc on va se servir de ces matrices pour faire des combinaisons linéaires. Donc on va regarder la somme des BI fois AI plus B0 fois l'identité. Donc on va regarder un nouvel opérateur qui, alors, je vais essayer d'être cohérente dans mes notations. Je vais l'appeler HN. Donc ça, donc j'ai fait une combinaison linéaire des AI, mais avec des coefficients matriciels. Ça fait que je me retrouve dans une nouvelle algèbre, qui sont toujours mon algèbre de matrice MN, mais tensorisée avec des matrices MM. Et ici, M peut prendre des valeurs arbitraires. Je fixe un M, et je dois montrer ça pour tout. Je dois montrer, voilà, je dois vérifier un certain critère pour n'importe quelle valeur de M. Donc je vais poser ça, puis je vais poser la même chose, mais dans l'algèbre limite. Donc je vais l'appeler peut-être petite h, qui n'a rien à voir avec la notation petit h des cours précédents. Donc petit h, c'est la même chose, mais donc c'est pas dans l'algèbre limite. Donc j'ai mes variables aléatoires semi-circulaires et je fais des combinaisons linéaires avec coefficients les BI. Et donc, cet opérateur limite, cette variable limite, elle appartient à mon algèbre grand A, tensorisée avec les matrices de taille MM. Alors j'ai pris des coefficients qui sont des matrices hermitiennes et les AI elles-mêmes sont hermitiennes. Donc ici j'ai que des opérateurs hermitiens, donc leur spectre est réel. Donc, il suffit de montrer que, quel que soit epsilon, le spectre
de Hn est inclus dans le spectre de H, donc le spectre limite. Éventuellement, donc tout ça, ce sont des sous-ensembles de la droite réelle grossis de epsilon, epsilon. Et ça, c'est... Alors, il y a le presque sûrement, il faut le mettre comme il faut, puisque à chaque fois, tout ça dépend... Le Hn, en fait, dépend de oméga. Alors, pour tout epsilon... Alors, je crois que c'est dans l'ordre suivant. Donc, pour tout oméga en dehors d'un ensemble de mesures nulles, pour tout epsilon, on a cette inclusion pour grand N assez long. Donc ce que j'admets, et c'est ça qui s'appelle l'astuce de linéarisation de Pizier, c'est que si on sait démontrer ça, donc une convergence spectrale un peu du même style que celle qu'on a vue jusqu'à présent, pour des combinaisons linéaires des AI, mais avec des coefficients à valeur dans des algèbres de matrices quelconques, ça implique l'énoncé étoile qui n'était pas linéaire. Alors comment, voilà, donc maintenant on veut montrer, donc à partir de maintenant on va se fixer M qui est la taille de l'algèbre des coefficients, et puis on va se fixer les coefficients B0, B1, BR, et on veut montrer, le but désormais c'est de montrer cette inclusion des spectres. Dans la méthode polynomiale, on prenait, pour tester le spectre, en fait, on prenait des traces de polynômes en les opérateurs. Là, dans la méthode de Hallgroup et Thorn-Johnson, on ne fait pas avec des polynômes, on fait avec la résolvante. À chaque fois, on choisit en fait une certaine classe de fonctions test pour lequel on va réussir à estimer l'espérance de la trace. Cette classe de fonctions test est assez restreinte, mais elle est dense dans les fonctions C infinies à support compact. Et après avoir traité cette classe particulière de fonctions test, on espère passer à des fonctions C infinies à support compact quelconque. Donc là, on ne va pas prendre des polynômes en ces opérateurs, on va prendre la résolvante. Selon les communautés, en fait, il y a des vocabulaires un peu différents. Là, on va parler de transformés de style tierce matriciel. Ah oui, alors ce que je disais à Gilles hier, c'est que je vais présenter une preuve qui marche seulement si les B0, B1 sont réels. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé une jolie idée dans un article un peu dans un autre domaine, enfin, sur la théorie spectrale des opérateurs de Schrödinger sur des graphes, et j'ai voulu reprendre cette idée. J'ai envie de l'exposer parce qu'elle est quand même assez élégante, mais je me suis rendu compte un peu en dernière minute que cette idée, je pense, ne marche que pour des BI réels. Donc je vais me contenter de vous montrer cette idée pour des matrices réelles. Et soit il faut se convaincre que ça suffit en fait de considérer les BI réels, ou soit en fait l'idée est peut-être incomplète et il faut en fait reprendre la méthode de l'article d'origine. Mais je vais un peu pour cette raison, je vais supposer qu'en fait ce sont des matrices symétriques réelles. Parce que je vais essayer de reprendre une manière de faire que j'ai vu utiliser dans un article de Fröse, Hassler, Spitzer.
C'est aussi un article relativement récent, mais ils ont une méthode en fait pour étudier le spectre d'opérateurs sur des graphes qui est basée sur ce que je vais raconter là, et j'ai envie d'exposer. Donc la transformée de Stieltjes matricielle, il y a un paramètre lambda qui appartient, d'habitude dans la transformée de Stieltjes, lambda c'est un nombre complexe de parties imaginaires positifs. Là, lambda, ça va être une matrice dans le demi-espace de Siegel. C'est l'ensemble des matrices complexes symétriques. Autrement dit, à la fois la partie réelle et la partie imaginaire sont symétriques. Et la partie imaginaire est strictement positive. Ça, c'est quelque chose qui s'appelle le demi-espace de Siegel. Et ça généralise, en fait, pour m égale 1, c'est le demi-plan de Poincaré. Alors, on va introduire G de lambda, c'est, je prends lambda temps identité moins, j'ai toujours écrit le petit h, il faut se souvenir de ces notations-là. Alors, h est hermitien et lambda a une partie imaginaire positive, donc lambda moins h va être inversible. Je prends l'inverse, c'est une sorte de résolvante, mais sauf que le paramètre lambda, au lieu d'être scalaire, est matriciel. Et je vais prendre... alors, je prends la trace par rapport à la deuxième variable et je prends l'identité. Voilà, j'applique... Donc, je prends la trace par rapport à... Cette quantité-là, elle est dans matrice symétrique, matrice de taille M, croix tensorielle, l'algèbre A. Donc cette opération-là consiste à prendre la trace, mais uniquement par rapport à la deuxième composante. Donc, ce qui fait que cette espèce de transformée de Stieltjes, elle est à valeur dans les matrices de taille M. Et puis je vais faire la même chose. Avant le passage à la limite. Je vais prendre l'identité, pardon, là c'est l'identité dans les matrices de taille M. Et tau n, maintenant, c'est la trace normalisée dans les matrices de taille n. Donc, dans ma notation, le Gn de lambda, il est encore aléatoire. Ici, j'ai mon opérateur aléatoire, je prends cette espèce de résolvante, et après, je prends la trace par rapport à la deuxième composante. Donc là, cet opérateur, il est dans les matrices de taille M tensorisées avec les matrices de taille N, et je prends la trace en la deuxième composante. Donc là, ce Gn lambda, aussi, il est lui aussi dans les matrices de taille M. Et puis, je vais appeler Gn bar. C'est l'espérance de Gn lambda. Alors, il y a une proposition, je ne vais pas démontrer, mais c'est justement parce que je n'ai pas écrit la preuve sur mon cahier, que je n'ai pas vu je pense qu'elle suppose que les BI soient réels. C'est que ces matrices, en fait, il faut prendre à la fois moins G de lambda
Et donc, si lambda il appartient au demi-plan de Siegel, ça c'est le moins G lambda et moins Gn de lambda appartiennent aussi au demi-plan supérieur de Siegel. Et c'est dans ce genre d'affirmation, en fait, je pense qu'il faut que les BI soient réels. Alors le but, et j'expliquerai, étant donné l'heure, j'expliquerai la prochaine fois comment on fait ça, mais là je vais faire finalement la fin de la preuve du résultat de Hallgroup et Thorn-Bjornsson. Le but, ça va être de montrer que ce Gn lambda... Ah, j'ai oublié... Oui, j'ai oublié... Ah non, c'est ça. Oui, c'est ça. Le but, c'est de montrer... Donc, ce Gn lambda, c'est notre espérance d'une trace. Hein, c'est le même genre de quantité qu'on étudiait précédemment, sauf que voilà, nos fonctions test, au lieu d'être des polynômes, ce sont ces sortes de résolvantes. Et on va essayer de montrer que Gn lambda, il est proche de G de lambda avec un reste en 1 sur n carré. Donc c'est le même 1 sur n carré que dans la méthode polynomiale. Il faut pas seulement... En fait, pour la convergence faible, il suffit de montrer que Gn lambda approche de G de lambda, et pour la convergence forte, il faut bien contrôler le reste, et en particulier le n carré est important. Et mieux que ça, il faut même contrôler la constante. On va même montrer quelque chose de plus fort. C'est que la différence entre les deux, donc c'est en 1 sur n carré, et puis il faut aussi savoir comment ça dépend de lambda. Donc je vais avoir une constante. Ici, toutes les constantes ont le droit de... toutes les constantes que je ne précise pas ont le droit de dépendre de la famille B0, BR, puisqu'elle est fixée une fois pour toutes. Donc en fait, partout, il y a des constantes. Je vais même peut-être l'écrire comme ça. Il y a partout des constantes. Donc il y a partout des constantes qui dépendent de B0, BR, et que je n'écrirai pas forcément, puisqu'ils sont fixés une fois pour toutes. Donc ça, c'est les normes opérateurs. J'ai quelque chose... et puis, ce qui va être important, en fait, c'est de contrôler la dépendance en partie imaginaire de lambda puissance moins 1. Je n'ai plus la place d'écrire. En fait, ce qui va jouer le rôle du L, dans la méthode polynomiale, grand L, c'était le degré du polynôme. Ce qui va jouer le rôle du grand L, et je vais peut-être continuer à l'appeler grand L, c'est le paramètre norme de partie imaginaire de lambda puissance moins 1. Donc là, ce qui est important, c'est d'une part d'avoir un reste à l'ordre 2 et de contrôler cette erreur avec une puissance de L. Alors dans Hallgroup et Thorn-Bjornsson, ils trouvent alpha égale 7. Avec ma méthode un peu modifiée, je trouve peut-être un autre alpha, mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir ici une puissance. Donc la prochaine fois, j'expliquerai comment on démontre ça. La partie où on démontre ça est assez différente, n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Et c'est là que j'utilise en fait j'utilise des arguments sur la géométrie de l'espace de Siegel que j'ai trouvé dans cet article de Frese, Hassler, Spitzer. Et là, dans les 10 minutes qui restent, je vais montrer comment on conclut. Une fois qu'on sait ça, comment on conclut. Donc, si on admet cet estimé, alors, attendez. En fait, le but, c'est... donc, je vais prendre la trace. Alors, attendez, je ne sais plus quelles sont les notations que je voulais utiliser. Voilà, je vais introduire des mesures mu-n. Donc déjà, en fait, dans la fin de la preuve, il suffit de prendre lambda scalaire. Donc c'est vrai que là, quand on démontre ça, on peut prendre lambda matriciel, mais en réalité, pour la fin, il suffit de prendre lambda scalaire. On va introduire mu-n de phi, c'est l'espérance de... Donc à la fin, je reprends, pour l'instant, tout ça a lieu dans des matrices de taille m, mais à la fin, je reprends la trace par rapport à la première coordonnée. Et puis, mu de phi, je vais introduire... C'est la même chose dans l'espace limite, donc c'est l'espérance de... Non, il n'y a plus d'espérance. C'est donc trace m tans tau. Oui. De phi de h. Et alors là, cet estimé-là nous dit que... peut-être je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler... C'est une estimée qui dit que les résolvantes sont proches. Donc on a une estimée qui nous dit que mu-n de phi et mu de phi sont proches. Pour des fonctions, pour une classe de fonctions particulière, pour phi de x égale 1 sur lambda moins x. À partir de maintenant, lambda est un scalaire. Donc lambda est un scalaire de partie imaginaire strictement positif, et on a montré qu'en fait, ces deux mesures, elles sont proches pour une certaine classe de fonctions test, qui sont de ces fonctions-là. Et donc, on veut utiliser un argument de densité pour passer de ces fonctions test-là à des fonctions C infini à support compact. Et ce qui est important, encore une fois, c'est de savoir que le reste nous permet est dans la bonne classe qui nous permet de réaliser cet argument de densité. Alors... Alors on utilise, en fait, on utilise la chose bien connue en théorie spectrale. Il y a une chose bien connue qui dit que mu-n de phi
C'est en fait le fait que ces fonctions-là, ou plutôt les parties imaginaires de ces fonctions-là, sont denses. Les combinaisons linéaires de ces fonctions-là sont denses dans les fonctions C infini à support compact. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Donc mu de phi, c'est la limite quand y tend vers 0 de moins 1 sur pi intégrale de phi de x fois... Là, il y a un petit... Voilà, c'est ça, il faut que j'introduise ce petit g, gn de x plus y dx où gn de x plus y, c'est la... Alors, je ne sais pas où je mets la partie imaginaire, je vais la mettre là. C'est la partie imaginaire de intégrale de d mu n de t sur x plus y moins t. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé régulièrement, c'est que la mesure mu n, alors ça c'est ce qui s'appelle la transformée de Stieltjes de mu n. Donc quand je fais la transformée de Stieltjes d'une mesure réelle, j'obtiens une fonction d'une variable complexe, et cette fonction-là, en fait, quand je fais tendre y vers 0, elle permet de retrouver mu n. Parce que ce qu'il faut remarquer, c'est que ça, c'est la même chose que l'intégrale. En fait, quand on calcule la partie imaginaire de ce quotient, on se retrouve avec l'intégrale de y, non, peut-être moins y, sur t moins x au carré plus y carré dt. Pardon, des mu de t. Donc en fait, pour montrer qu'on a cette limite, en fait, on remarque que en fait, l'intégrale moins 1 sur pi, l'intégrale de phi de x, gn de x plus y dx, en développant l'intégrale double, on remarque que c'est la même chose que l'intégrale, en faisant un Fubini, c'est l'intégrale de phi convolé avec une certaine fonction, qui est une approximation de l'identité. Donc si y de t, c'est 1 sur pi y sur t carré plus y carré. Donc là, je rappelle pourquoi on a ça. Donc à partir de la transformée Stieltjes d'une mesure, c'est en fait, si on veut, c'est la mesure elle-même convolée avec cette loi de Cauchy renormalisée. Et donc, voilà, il y a une identité qui se trouve en faisant Fubini, qui dit que l'intégrale d'une fonction phi fois la transformée de Stieltjes, c'est la même chose que phi convolé avec cette approximation de l'identité fois d mu n, ce qui fait que quand y tend vers 0, ça converge bien vers l'intégrale. Si phi est suffisamment régulière, ça converge bien vers l'intégrale de phi d mu n. Alors, de la même manière, je peux introduire la transformée de Stieltjes de la loi semi-circulaire. Donc je vais poser g de x plus y.
Non, c'est de la loi, pardon. J plus Y, c'est la partie imaginaire de l'intégrale de d mu et là, pour mu, je veux prendre la mesure spectrale. Je vais prendre la mesure spectrale de mon opérateur H. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que c'est je pense que je vais prendre. Je vais faire comme ça. C'est plus. Donc là, pardon, je vais prendre. Oui, c'est ça. Alors il faut. Oui. J'ai pas besoin de cette ligne-là. Donc je vais prendre ma. Donc je prends ma résolvante. Oui, c'est ça. Et ensuite, je prends la trace. Et je prends la partie imaginaire. Ça, c'est la transformée Stieltjes à la limite. Et de la même manière, de la même manière, c'est ça. De la même manière, mu de phi, c'est la limite de moins 1 sur pi. Donc quand y tend vers 0, de phi de x, g de x plus y dx. Voilà, et moi ce que je sais, c'est que je sais que Gn de x plus y converge vers g de x plus y, quand n tend vers l'infini. Et même, je sais majorer la différence. Si je pose... Je ne sais pas pourquoi j'écris partout. Bon, c'est pas grave. J'aurais pu l'appeler Z, mais bon, c'est comme ça. C'est parti comme ça. Je sais, en fait, je sais majorer la différence et je sais que c'est une fonction analytique. Sur le demi-plan supérieur. Et elle vérifie Hn de x plus y. Elle est plus petite que 1 sur n carré fois y à une puissance négative. C'est celle qui m'embête en fait. J'ai y à la puissance moins alpha et puis devant j'ai norme de x, j'ai module de x plus y. Donc ce qui m'embête un petit peu, on sait majorer la différence, mais ce qui nous embête un petit peu, c'est cette puissance négative de y, puisque à un moment, si je veux approcher une fonction quelconque par ces fonctions-là, je dois faire tendre la partie imaginaire vers 0. Alors, je crois que je vais devoir arrêter. Je continuerai ça la prochaine fois, mais
j'écris juste une ligne à la fin, c'est qu'à la fin, on veut montrer, je ferai l'étape intermédiaire, il y a une approximation. Donc à partir du fait qu'on sait comparer ces quantités pour ces fonctions test-là et qu'on sait majorer le reste, à la fin, ce qu'on veut montrer, c'est que l'espérance, c'est que donc l'un de phi c'est la même chose que mu de phi plus grand O de 1 sur n carré. Et là, ce qui est important, comme tout à l'heure, c'est d'utiliser le fait que cette décroissance... Donc, le terme qui nous embête, c'est ce y, mais comme c'est polynomial en 1 sur y, on va pouvoir obtenir, majorer la différence par une norme phi en norme. Je crois qu'on va obtenir peut-être alpha plus 2 ou alpha plus 1. On verra. Donc l'important dans ce passage à la limite, c'est d'être sûr que dans le reste, on a une norme C alpha. Et ensuite, bon, ça je le ferai de manière un peu plus calme la prochaine fois, mais ensuite on va choisir phi qui s'annule au voisinage du spectre de H. De sorte à ce que cette quantité fasse 0. Et cette quantité-là, comme la dernière fois, j'ai encore sa définition au tableau. Et je vais demander, voilà, elle majore, et puis qui vaut 1, en dehors de spectre de H plus moins epsilon, epsilon. Ce qui fait que cette quantité-là, elle majore 1 sur n fois le nombre de valeurs propres de Hn, fois l'espérance. Pour l'instant, je suis encore au niveau des espérances. Pardon. Donc, elle majore l'espérance du nombre de valeurs propres de Hn en dehors de spectre de H plus moins epsilon, epsilon. Donc ça, c'est égal à 0, mon choix de fonction test. Et donc là, l'importance du 1 sur n carré, c'est de dire que, en particulier, il est strictement plus petit que ce 1 sur n. Et donc le fait de savoir ça, ça me dit pour l'instant que la probabilité d'avoir des valeurs propres en dehors de ce spectre tend vers 0. Donc pour l'instant, j'ai une convergence en proba. Et puis, ça, je ne le ferai peut-être pas, mais si je veux une... Donc, convergence... Cet argument permet de montrer la convergence forte en proba. Donc la probabilité qu'il existe une valeur propre de Hn en dehors du spectre de H, elle tend vers 0. Si je veux passer à une convergence presque sûre, encore une fois, il faut que j'estime des moments. Je ne le ferai peut-être pas. Là, tant que je reste au niveau des espérances, en fait, ça me donne déjà une convergence en proba. Et voilà, si je veux montrer une convergence presque sûre, il faut que j'estime la variance, par exemple, de cette trace. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, la prochaine fois, je détaillerai un petit peu plus ce passage à la limite. Et je montrerai, en fait,
la proximité des deux résolvantes. Et ça, c'est un argument qui est un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà, je vous remercie.